Voici les aiguilleurs du ciel. Ils maintiennent les avions sur leur route. Vous êtes en plein dans la TMA. Ils les guident à bon port. Avion K052, tour Kennedy, 22 gauche. Charlie 2937, descendez. Et les maintiennent à distance les uns des autres. La plupart du temps. Il est où? À gauche! Si un nouveau drame se produit, il résultera probablement d'un problème de contrôle aérien. Il y a trop d'avions. Et les outils que les contrôleurs utilisent pour assurer leur suivi sont désormais inadaptés. Ce système vieillissant qui met les passagers en danger doit rapidement être modernisé avant qu'un nouveau désastre ne se produise. C'est l'heure de pointe à l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy de New York, un des plus actifs au monde. Plus de 1200 avions y passent quotidiennement. Dans le ciel, ils se suivent sur des kilomètres avant d'être autorisés à atterrir. Tandis qu'au sol, des dizaines d'autres attendent de pouvoir décoller. Un tel débit a de quoi éprouver les nerfs des contrôleurs les plus chevronnés. Ils doivent avoir à l'esprit une image qui regroupe tout ce qu'ils contrôlent. Où sont les avions, leur vitesse, leur altitude, leur séparation, mais aussi tous les échanges avec les pilotes. Une grande masse d'informations circule dans leur tête. Il faut les voir. Pour les contrôleurs de la tour de JFK, ça n'est qu'une journée comme les autres. Mais leur travail devient plus exigeant d'année en année. Par une grosse journée, dans la plupart des centres, les contrôleurs départ et arrivée sont saturés. Ils parlent le plus vite possible. Et c'est une source d'erreur. Au cours de la dernière décennie, le trafic à JFK a augmenté de 25%. Mais New York est loin d'être une exception. Et cette tendance inquiète certains spécialistes. Mon rôle d'expert consiste à observer et déceler les points faibles du système. Si un nouveau drame se produit, il résultera probablement d'un problème de contrôle aérien. La solution à cette crise annoncée est en cours d'élaboration ici, au centre technique William Hughes, dans le New Jersey. C'est l'atelier de la FAA, l'autorité de l'aviation civile américaine. Le centre a participé à tous les grands progrès technologiques dans le domaine du transport aérien depuis 1958. Conception d'aéroports, sûreté et sécurité des avions, communication, navigation. Les scientifiques du centre ont étudié les problèmes les plus épineux du milieu aéronautique. Et la FAA vient de lancer un des projets les plus ambitieux de son histoire. Cet avion participe à la mise au point d'un nouveau système de trafic aérien qui permettra de gérer plus d'avions en toute sécurité. Une multiplication par 2 ou 3 du nombre d'avions est tout à fait possible dans les décennies à venir. Pilotes d'essai et chercheurs collaborent pour concevoir un moyen plus sûr de les faire décoller et atterrir. La solution, un système baptisé NextGen. Il fournira aux pilotes les outils et les informations nécessaires pour prendre de nombreuses décisions qui sont aujourd'hui l'apanage des aiguilleurs du ciel. Sa clé de voûte est un équipement sophistiqué qui équipera non pas les tours de contrôle, mais les avions.
Pour voir s'il fonctionne, les pilotes d'essai lui font faire une sortie. Vario positif, train sur rentrée. Dans cet avion d'affaires, on a installé un calculateur de navigation révolutionnaire. On survole le Delaware. Son nom, ADS-B. Il s'agit d'un récepteur GPS amélioré qui fournit une image détaillée des avions qui volent dans ses abords immédiats. Le pilote a ce qu'on appelle une bonne perception. Il sait ce qu'il a autour de lui. Et comme son avion signale sa position une fois par seconde, tous les appareils qui volent à portée de radio en ont connaissance. À l'heure actuelle, il n'y a rien de tel dans les postes de pilotage. Cette technologie étant encore expérimentale, la FAA la teste dans la cabine de l'avion. Si les essais s'avèrent probants, cet appareil équipera tous les avions aux États-Unis et à terme dans le monde entier. Cet ordinateur est l'élément central de la rénovation la plus importante du système de contrôle aérien américain depuis un demi-siècle. In the few years in which they have been operating, the airlines have discovered that their efforts to improve comforts and services have attracted... Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains voyagent de plus en plus par la voie des airs. Les premiers contrôleurs aériens se tiennent alors à côté des pistes et agitent des drapeaux pour guider les avions. Le trafic augmentant, les pilotes se mettent à utiliser la radio pour contacter les aéroports. Puis, les premières tours de contrôle apparaissent pour gérer le nombre croissant de vols. Les aéroports étant très fréquentés, les aiguilleurs du ciel se retrouvent débordés. « 30 juin 1956, aéroport international de Los Angeles. Le vol TWA-2 décolle vers l'est en direction de Kansas City. L'appareil, un Super Constellation de l'avionneur Lockheed, est un des avions de ligne les plus performants de l'époque. Quelques minutes plus tard, le vol United Airlines 718 décolle du même aéroport à direction de Chicago. Le système de suivi des avions est alors loin d'être high-tech. Le centre de contrôle du trafic aérien se résumait à une salle avec un plan étalé sur une table. Et les contrôleurs déplaçaient des pions dessus pour indiquer la dernière position connue de chacun des avions. Les pilotes transmettent leur position au service opération de leur compagnie, ce qui permet aux contrôleurs d'avoir une idée approximative de la trajectoire de vol. Les avions sont apparus sur le radar de Los Angeles, mais au-delà, il n'y avait pas de radar. Ils appliquaient les règles du vol à vue, dont celle qui dit « voir et être vu ». Je vous vois, vous me voyez, on se tient à distance, on est responsable de notre séparation. Il y avait quelques radars ici et là, mais les contrôleurs ne savaient pas vraiment où étaient les avions. Ils faisaient des estimations. À l'approche du Grand Canyon, la distance entre les deux avions se réduit. Les deux commandants avaient l'habitude de montrer le Grand Canyon à leurs passagers quand il faisait beau. Ils allaient à droite, à gauche, pour leur montrer le paysage et les épater. L'avion de United Airlines approche celui de la TWA par la droite et leurs chemins vont bientôt se croiser. Les passagers d'un côté du DC-7 ont dû voir arriver le Constellation sur fond de ciel d'azur et de nuages cotonneux. Ils ont dû le voir se rapprocher et ils ont dû sentir l'impact. The Grand Canyon is a graveyard for 128 passengers and crew of two airliners which crashed on peaks little more than a mile apart. None survived. It was the worst commercial air disaster in history. L'accident du Grand Canyon a fait la une dans tout le pays et il a mis une pression énorme sur le gouvernement pour qu'il intervienne. Il fallait installer des radars immédiatement à travers les États-Unis. Il fallait changer le système rapidement.
L'enquête de longue haleine conclut que l'accident a eu lieu car les avions étaient en dehors d'un espace aérien contrôlé. Les avions se sont percutés principalement parce que ni eux, ni le contrôle aérien ne savaient précisément où ils étaient. Une fois les avions sortis du périmètre réduit géré par les contrôleurs, personne n'a fait attention à leur position. Le principe du voir et éviter est limité. Il l'a toujours été. Quand on vole de plus en plus vite dans un ciel immense, où l'on n'a qu'une vision à 180 degrés, on ne peut ni tout voir, ni tout éviter. Suite au drame du Grand Canyon, l'espace aérien américain est bientôt quadrillé par des radars. Les avions sont plus strictement confinés dans des couloirs aériens, véritables autoroutes du ciel. Le système de contrôle aérien actuel des États-Unis a été conçu en ayant à l'esprit l'accident du Grand Canyon. Suite à cette catastrophe, on a déterminé l'espace minimum entre les avions et les lieux d'implantation des radars et des centres de contrôle du trafic aérien. Et l'administration fédérale de l'aviation, la FAA, a été créée. Mais 50 ans plus tard, une refonte de ce système s'impose. À l'heure actuelle, ce système ne répond plus aux attentes du public. Il est encombré, lent, poussif, déplaisant. Les avions volant de plus en plus vite et de plus en plus haut, les contrôleurs ont de plus en plus de mal à les suivre. On est dans une situation très similaire à celle des années 50. Le système doit changer en profondeur. Et cette réforme doit intervenir rapidement, avant que nous ne soyons confrontés à un accident susceptible de coûter la vie à des centaines de personnes. La technologie embarquée à bord de l'avion de la FAA est peut-être la solution. Des pilotes d'essai s'envolent régulièrement pour aider les chercheurs à préparer le nouveau système de contrôle aérien américain. L'avantage avec l'ADS-B, c'est qu'il donne la même image aux pilotes et aux aiguilleurs du ciel. L'ADS-B est plus qu'un simple plan indiquant où sont les avions. Il montre aux pilotes ce que les contrôleurs sont pour l'instant les seuls à visualiser, à savoir les renseignements concernant les appareils volant à proximité. Avec la DSB, on pourra identifier les autres avions. On verra les avions sur les pistes, ceux dans les circuits de piste. On aura une meilleure connaissance de ce qui se passe, surtout à proximité d'un aérodrome non contrôlé. On fait également apparaître des plans, des aides à la navigation, les aéroports. Ces renseignements permettront aux pilotes de prendre des décisions grâce auxquelles ils arriveront à destination plus vite et en toute sécurité. Le système actuel repose sur le radar. Il détecte et il suit les avions. Dans les années 40, c'était un outil formidable, mais dans le fond, ça reste très approximatif. Les radars sol envoient et captent des signaux radio pour calculer la position d'un avion, mais avec une précision de 3 km. En conséquence, à cause de cette marge d'erreur, on maintient les avions à 3 nautiques, soit 5,5 km. Avec NextGen, un GPS embarqué recevra en permanence des informations depuis un satellite. Les pilotes sauront donc constamment où ils sont, à quelques dizaines de mètres près. L'image de l'espace aérien étant plus précise, les avions pourront voler plus près les uns des autres. La FAA espère ainsi réduire les encombrements dans les aéroports les plus actifs. Aujourd'hui, seuls les contrôleurs ont une image claire de la circulation. Et c'est sur la base de ces informations qu'ils guident les pilotes. Ces derniers, qui n'ont aucun moyen de se situer par rapport aux autres vols, s'en remettent donc entièrement aux contrôleurs. Les carences d'un tel système ont été mises en évidence de nombreuses années avant le début des essais de NextGen. Week-end de la fête du travail, 1986.
Le contrôleur Walter White guide le vol Aéromexico 498 qui doit atterrir à LAX, l'aéroport international de Los Angeles. L'espace aérien autour de l'Axe est étroitement contrôlé. C'est ce qu'on appelle la TMA, la zone de contrôle terminal. Mais tandis que le vol Aéromexico approche, Walter White voit apparaître sur son écran un avion qu'il n'attend pas. 66 Roméo en provenance de Fullerton. Altitude de croisière, 4500 pieds. Vous êtes en plein dans la TMA, monsieur. Je suggère qu'à l'avenir, vous consultiez les cartes de TMA. Un avion s'est présenté à l'est de l'aéroport. C'est ce que l'on appelle un trafic intrus. Bien souvent, l'avion qui traversait l'écran, même s'il avait un transpondeur, ne donnait pas son altitude. Walter White s'efforce de faire dégager le petit Grumman. Un avion vient de passer à votre gauche à 5000 pieds et nous faisons circuler beaucoup d'appareils à 3500 pieds. Mais Walter White ignore qu'un autre avion s'est dangereusement dérouté. On devrait déjà voir l'océan. Jette un œil sur la carte et cherche autour. Inconscient du danger, un Piper Cherokee coupe l'approche en direction de l'Axe. Le vol Aéromexico doit atterrir dans quelques minutes. « 498, Los Angeles approche. » C'est pas possible! Le gros porteur plonge vers Cerritos, dans la périphérie de Los Angeles. « 498, Los Angeles approche. » Je discutais avec 2 contrôleurs départ et j'ai entendu Walter dire un truc du genre « Je crois que j'en ai perdu un. 498, Los Angeles approche. » On s'est tous approchés. J'ai regardé les radars pendant qu'il appelait Aéromexico 498. La petite ville de Cerritos est dévastée. À terre, 15 personnes sont tuées en plus des 64 qui se trouvaient à bord de l'avion. Le Piper Cherokee est retrouvé non loin dans une cour d'école. Ses 3 occupants ont trouvé la mort. Le NTSB, l'équivalent américain du Bureau d'enquête et d'analyse, demande à Walter White ce qu'il a vu. À un moment ou un autre, avez-vous vu le Piper Cherokee sur votre radar? Non. Non, monsieur. La cible n'était pas affichée. Elle n'était pas sur mon écran, j'en suis sûr. Il a affirmé que l'avion n'était pas visible. Mais lorsque les enquêteurs reçoivent les enregistrements des radars, ils concluent qu'il aurait dû l'être. Avez-vous vu le Piper Cherokee sur votre écran? Non, monsieur. Mais ça ne voulait pas dire que la cible n'était pas là. Une zone aveugle, c'est quelque chose d'instantané. Pas de continu. Il tenait un avion à distance, mais il en a perdu de vue un autre qui était à la même altitude que celui d'Aéromexico. Il y avait une chance sur 1 milliard que ça arrive, et c'est arrivé ce jour-là. Cette collision souligne les carences des radars utilisés par les contrôleurs et conduit à des améliorations plus que nécessaires. Le programme automatisé Mode-C Intruder est maintenant intégré à toutes les grandes installations radar américaines. Si un avion approche par inadvertance, le contrôleur en est averti par un signal à la fois visuel et sonore, ce qui lui donne le temps d'avertir les pilotes avant qu'il ne soit trop tard. Après cette collision, les systèmes radars de l'Axe ont été améliorés. La nouvelle génération d'outils de contrôle aérien n'aura plus recours au radar qu'en cas de panne du GPS. NextGen pallie également une autre défaillance du système existant, la radio. Aujourd'hui, pilotes et contrôleurs communiquent par ce biais.
Nous descendons au 190 et attendons. Ce système repose sur une phraséologie précise. Mais les malentendus sont monnaie courante et ont provoqué certains des accidents les plus tragiques de l'histoire. Tandis que le vol de la FAA gagne de l'altitude, ces pilotes restent en contact avec les contrôleurs par radio. Guidage radar pour séquence vent arrière, piste 22. Autorisé ILS. Mais grâce au système de demain, pilotes et contrôleurs communiqueront moins fréquemment. Le contrôleur et le pilote travailleront ensemble pour résoudre les problèmes au lieu de perdre du temps en explications. Les erreurs de communication peuvent être dues à tout un tas de raisons. L'anglais est la langue internationale de l'aviation. Mais la prononciation, l'accentuation et le stress modifient la façon dont on la parle. Les aiguilleurs du ciel de la tour de contrôle de JFK le savent bien. Écoutez n'importe quelle fréquence et vous entendrez tout le temps « Répétez s'il vous plaît ». L'espace aérien au-dessus de JFK est fréquenté par des pilotes de toutes les nationalités. Maintenir des communications radio claires tient donc parfois du défi pour les contrôleurs. Il y a de la pression, c'est le métier qui veut ça. Les passagers volent de A vers B en payant une compagnie aérienne et les contrôleurs sont payés pour que ce système marche. Mais quand la pression monte, un petit malentendu peut avoir des conséquences terribles. 25 janvier 1990, dans le ciel new-yorkais. Avianca 052, clairance d'ici 20 minutes. On devrait être prioritaire, on va manquer de carburant. Avianca 052, reçu. Le vol Avianca 052 essaie d'atterrir à New York. Mais une pluie diluvienne retarde les vols au départ et à l'arrivée. L'avion a décollé de Colombie et en route, il a été placé plusieurs fois en circuit d'attente par des contrôleurs. Le mauvais temps retarde les atterrissages sur toute la côte est des États-Unis. Une dépression a traversé les Grands Lacs vers l'est avec quelques autres. Souvent, toutes se retrouvent dans la région de New York et le nord-est du pays est alors complètement couvert. « 052, votre dégagement. Boston? Mais on n'y arrivera pas. On n'aura pas assez de carburant. Les pilotes attendent avec de plus en plus d'impatience l'autorisation d'atterrir. Ils ont déjà consommé la quasi-totalité de leur carburant. Sa vitesse? Je ne sais pas trop. Ralentis-le à 180 nœuds et passe-le. Après avoir passé plus d'une heure en circuit d'attente, les pilotes reçoivent enfin l'autorisation de se poser. 052. Descendez et maintenez à 3000. Descendre et maintenir. Mais au cours du passage d'un contrôleur à un autre, personne ne mentionne que l'avion est à court de carburant. 052, contactez Kennedy Tour sur 119,1. Bonne journée. Une seule piste est utilisée pour les atterrissages et la météo rend les approches difficiles. Avianca 052, Kennedy Tour, 22 gauche. Vous êtes numéro 3 derrière un 727 à 9 nautiques. Final. Avianca 052 reçu. Avianca 052, vitesse R. 145 nœuds. On peut atterrir? Oui, commandant. En attente. L'équipage d'Avianca a cru être confié à un contrôleur d'approche puisqu'on lui donnait un cap et une altitude plus basse. Je pense que ces trois hommes se sont dit, même s'ils ne l'ont pas exprimé à voix haute pour l'enregistreur phonique, on s'occupe de nous. À 4 km de la piste 22 gauche et quasiment à court de carburant, l'avion affronte des vents très violents. Cisaillement. Un changement de vent pousse l'avion à l'écart de son plan de descente lors de l'approche. Glide. Taux de descente. Taux de descente. Taux de descente. Où est la piste? Je ne la vois pas, je ne la vois pas. L'avion est précipité vers le sol par le vent. L'avion était à une soixantaine de mètres du sol et à 3 km de la piste, bien en dessous de son plan de descente, ce qui était très dangereux. Et il a failli s'écraser lors de sa première approche. Rentrez le train.
En cas d'approche manquée, ça change du tout au tout. Demandez un autre circuit de piste. Approche manquée. Avion K052 Ivy. Les réservoirs de carburéacteurs sont presque vides. Et tenter une autre approche est presque impossible. Mais les contrôleurs de New York vont essayer de faire atterrir le vol avion K052. Cap 180. On va réessayer. On est à court de carburant. Ils étaient à sec, mais ils ne l'ont pas dit. Ils ont laissé le contrôle d'approche les envoyer très loin de leur circuit d'origine, à plus de 25 km au nord de la radioborne extérieure de l'ILS. Avez-vous dit qu'on déclarait une urgence? Oui, c'est déjà fait. Mais le copilote a omis d'employer le mot « urgence » lors des échanges avec la tour. Il a simplement signalé qu'il n'avait plus guère de carburant. Contactez approche sur 118 décimale 4. Approche, avion K052 Ivy. D'après l'enregistreur phonique et les transcriptions, le commandant de bord ne comprenait pas les transmissions radio de l'officier pilote de ligne en anglais. Extinction moteur 4. Privé de carburant, les moteurs s'arrêtent. Extinction moteur 3. Où est la piste? On a perdu 2 moteurs, on doit passer en priorité. Avion K052 vire à gauche au 250 pour rejoindre le localizer. Privé de moteur, l'avion s'écrase sur un quartier résidentiel de Long Island. « 052, contact radar perdu. » Oui, bonjour. J'habite à Coveneck, dans Oyster Bay. Un avion s'est écrasé dans notre cour, devant la maison. Sur les 158 personnes qui étaient à bord, 85 survivent à l'accident. Pendant toute la nuit, les secours les extraient de l'épave. Les enquêteurs du NTSB, l'équivalent américain du Bureau d'enquête et d'analyse, arrivent quelques heures plus tard et récupèrent aussitôt l'enregistreur phonique. L'état de l'avion était vraiment étonnant. Une bonne partie de la cellule avait tenu bon et il fallait voir dans quel état elle était. L'appareil avait percuté un talus incliné à environ 28 degrés. À cause des ailes et des arbres, il n'avait glissé que sur une 8aine de mètres. Il s'était arrêté instantanément. L'enquête du NTSB fait apparaître que les contrôleurs ont omis de se transmettre des renseignements cruciaux. La communication radio, un des éléments essentiels du contrôle aérien, a coûté la vie aux passagers et à l'équipage. Éviter ce genre d'erreur est une des raisons d'être de NextGen. Il remplacera en grande partie les communications radio par un échange de données électroniques. L'automatisation est capitale et elle va nous permettre d'éliminer les erreurs qui surviennent quand une très forte pression s'exerce sur un être humain qui doit être efficace à 100%. Avec la suppression des conversations radio, les tours de contrôle de demain seront des endroits très calmes. Les contrôleurs guideront toujours les avions à l'approche et au départ des aéroports. Mais comme ils auront davantage de renseignements à leur disposition et moins besoin de parler aux pilotes, ils pourront gérer bien plus de vols qu'aujourd'hui. À bord de l'avion de la FAA, la nouvelle technologie GPS passe le test suprême. Tu le vois? Non. Le voilà. Ah oui. Sans l'aide du contrôleur, les pilotes repèrent un appareil qui vole 120 mètres plus bas. À l'arrière de l'avion d'affaires, le système NextGen le détecte aussi.
S'il avait été dans le poste de pilotage, il aurait indiqué aux pilotes la position précise de cet appareil. Pour le moment, ces derniers s'appuient sur un équipement appelé TICAS, chargé de les prévenir d'un danger. À l'aide de signaux transmis entre les avions, cet appareil avertit les pilotes lorsque d'autres aéronefs s'approchent trop près. Le TICAS avertit les pilotes 45 secondes avant une collision éventuelle. À 25 secondes de cet impact hypothétique, un message leur signale qu'il faut monter ou descendre pour quitter l'altitude à laquelle vole l'autre avion. Le contrôleur aurait dû nous le signaler, mais ça n'a pas été le cas, donc le TICAS est très utile. Cet appareil permet aux pilotes d'éviter les collisions. Mais le nouvel équipement interviendra de manière encore plus précoce pour éviter que les avions ne s'approchent trop. Avec la DSB, on visualisera le trafic sur l'écran. Le système a fonctionné à la perfection. Les pilotes d'essai ont vu le danger et l'ont évité. Mais si le TICAS permet d'éviter une collision, il ne garantit pas pour autant qu'il n'y aura pas d'accident. « 29 septembre 2006. Un petit avion d'affaires survole la forêt brésilienne. Il doit se rendre à Manaus, au Brésil, avant de repartir en direction de New York. Le copilote Jan Palladino a du mal à conserver le contact radio avec les aiguilleurs du ciel. Brasilia November 600 X-Ray Lima. Il essaie différentes fréquences, mais personne ne répond. Brasilia November 600 X-Ray Lima. Il est rare que pilote et contrôleur restent aussi longtemps sans se parler. Brasilia November 600 X-Ray Lima. November 600. Finalement, après 12 tentatives, Jan Palladino parvient à joindre un contrôleur. Utilisez le 123, 126 décimal 5. Répétez canal pour November 600 X-Ray Lima. Mais il ne comprend pas la transmission hachée. Brasilia November 600 X-Ray Lima. Puis, toute communication est coupée. L'avion se maintient dans le couloir aérien qui doit le mener de Brasilia à Manaus. Couloir où la circulation se fait dans les deux sens. Le système entre Brasilia et Manaus est très simple. Les avions allant vers le nord restent en palier à un niveau de vol ayant un chiffre pair, et ceux allant vers le sud à un niveau de vol ayant un chiffre impair. Après un peu plus de 2 heures de vol, c'est le drame. La secousse semblait avoir ébranlé chaque atome de mon corps. L'extrémité de l'aile avait été arrachée et la découpe était dentelée comme mâchouillée. Le Legacy a touché un 747 qui arrivait en face. Le vol GOL 1907, à bord duquel se trouvent 154 personnes. Aussitôt, le gros porteur plonge en tournoyant. Les pilotes de l'avion d'affaires ignorent ce qu'ils ont percuté, mais leur appareil reste pilotable. Asseyez-vous. Laisse-moi piloter, d'accord. Je vais descendre. À toi de jouer. L'équipage repère la piste d'une base militaire au cœur de la jungle. N600XL, déclarons une urgence. On doit atterrir à Sierra Bravo Charlie Charlie. C'est votre aérodrome? Affirmatif. Les pilotes vont tenter un atterrissage d'urgence. Rentre les volets au sommet de l'arrondi. 9 sur l'arrondi. 9. Asseyez-vous. Quand on se pose dans ces circonstances, c'est-à-dire à une vitesse bien plus élevée que la normale, on descend à fond. C'est bon. C'est bien. Continue. C'est bon. Beau travail. Bon sang. Au centre de contrôle régional de Brasilia,
Les aiguilleurs du ciel ont perdu toute trace de l'avion de la Gaule. Manaus, je ne reçois aucun signal du Gol 1907. Il est en route. Il est dans mon secteur? Depuis plus d'une demi-heure. L'inquiétude était grande. Et les contrôleurs ne savaient pas trop quoi faire, parce qu'ils ignoraient ce qui se passait. Des militaires repèrent l'épave de l'avion de la Gaule au cœur de la jungle amazonienne. Il n'y a aucun survivant. Les enquêteurs découvrent que le Legacy et le 747 volaient dans le même couloir aérien, mais en sens inverse. Une altitude de 1000 pieds, environ 300 mètres, était censée les séparer. Les enquêteurs interrogent donc les pilotes du Legacy. On volait au nord-ouest en direction de Manaus à 37 000 pieds. On essayait de joindre le contrôle aérien. Vous avez bien dit que vous voliez à 37 000 pieds? Oui, niveau 370 et on n'en a pas bougé. Les pilotes de l'avion d'affaires ont rempli un plan de vol indiquant qu'ils allaient voler à 37 000 pieds jusqu'à Brasilia. Ensuite, ils devaient descendre à 36 000 pieds. Votre plan de vol vous indiquait de descendre au 360 à Brasilia. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Personne ne nous l'a dit. Avant le décollage, on nous a dit 370 jusqu'à Manaus, et c'est ce qu'on a fait. Le contrôleur aérien peut toujours s'écarter du plan de vol, car il a une meilleure connaissance du trafic. On ne nous a pas dit de le faire, donc on n'est pas descendu. Une fois qu'on a été certain que les deux avions volaient à la même altitude, on savait qu'on aurait un gros travail d'enquête à faire du côté du contrôle aérien. Vous pouvez me montrer l'écran du Legacy? Sur l'écran radar, on voit divers renseignements. La vitesse, l'altitude et le code transpondeur de chaque appareil. Les images montrent aux enquêteurs ce que les aiguilleurs du ciel ont vu sur leur écran juste avant l'accident. Et un symbole se démarque. Le Z sur l'écran du contrôleur aérien indique que le transpondeur de l'avion en question n'émet plus. Le transpondeur transmet au contrôleur des renseignements concernant entre autres l'altitude de l'avion. Mais les enquêteurs découvrent que celui du Legacy avait été coupé. Peut-être à cause du manque d'expérience du commandant sur ce nouvel avion. J'essaie de comprendre ce système de gestion de vol. Privé des renseignements fournis par le transpondeur, l'écran du contrôleur fait apparaître l'altitude à laquelle l'avion est censé se trouver, c'est-à-dire celle du plan de vol. Sauf que le Legacy volait 1000 pieds plus bas, au même niveau de vol que le 747 de la Gaule. Et les contrôleurs brésiliens n'ont pas vérifié l'altitude réelle de l'avion d'affaires. Au sol, personne n'a rien fait, alors qu'il fallait éviter que ces avions ne se dirigent l'un vers l'autre à la même altitude. Revenons à Atlantic City, où les pilotes d'essai s'apprêtent à atterrir. Le vol d'aujourd'hui doit rester dans les limites strictement définies par les aiguilleurs du ciel. Mais lorsque tous les aéronefs seront équipés de l'ADS-B, ça ne sera plus le cas. Si l'avion pouvait voler sur une trajectoire optimale pour lui et pour le système de trafic, on pourrait utiliser nettement plus d'espace aérien qu'aujourd'hui. Les avions voleront droit vers leur destination, tenus espacés par des ordinateurs. Les chercheurs de la FAA ont mis au point des systèmes permettant aux avions d'aller d'un point A à un point B d'une façon toute nouvelle. À l'heure actuelle, les contrôleurs n'ont aucun moyen de connaître la position exacte d'un avion. Et c'est pourquoi les vols sont cantonnés dans des autoroutes préétablies afin d'éviter les collisions. Avec NextGen, les pilotes pourront emprunter n'importe quelle route dès l'instant où il n'y aura pas d'autres appareils sur leur passage. Ils pourront donc choisir des trajets beaucoup plus directs.
Les avions voleront dans toutes les directions et en suivant une trajectoire plus directe. Donc on pourra doubler, tripler, voire quadrupler le nombre d'appareils qu'on pourra gérer simultanément en toute sécurité. En établissant leur route grâce à l'ADS-B, les pilotes resteront à distance des autres avions sans pour autant se cantonner à une autoroute prédéterminée. Maintenir cette séparation est capital, car même la technologie la plus performante ne peut pas toujours tenir les avions éloignés les uns des autres. Juillet 2002. Le vol 2937 de la compagnie Bashkir vole vers l'ouest de nuit, direction Barcelone. C'est un Tupolev 154M qui transporte 69 personnes, dont la plupart sont des enfants russes en vacances d'été. Au même moment, un avion cargo de DHL circule vers le nord en direction de Bruxelles. Les deux avions sont censés se croiser au-dessus du lac de Constance, dans le sud de l'Allemagne. Montez au niveau de vol. Mais le contrôleur n'a pas remarqué que les deux avions sont à la même altitude. Son attention se concentre sur un avion qui apparaît sur l'écran d'un collègue momentanément absent. Quel est votre cap? Une pratique courante dans ce centre de contrôle voulait que la nuit, un seul aiguilleur du ciel soit responsable de tout l'espace aérien de la zone de Zurich. À bord du Tupolev, les pilotes ont repéré un intrus. Regardez. Et il approche à toute vitesse. 500 mètres. À bord de l'avion de DHL, le TICAS s'est aussi déclenché. Descendez. Il est conçu pour avertir les pilotes de l'approche d'un avion Augmentez la descente. et leur dire comment éviter la collision. Descente TICAS. Quand le contrôleur revient à son poste, il décèle aussi le problème. Les avions doivent se croiser d'ici moins d'une minute. Descendez au niveau de vol 350. Accélérez la procédure. Trafic convergent. Le commandant du vol Bashkir obéit à l'injonction et descend. Mais son TICAS lui demande de monter. Il dit de monter. L'équipage a 35 secondes pour décider s'il doit obéir au contrôleur ou à l'ordinateur. Descendez au 350. Accélérez la descente. Il nous fait descendre. Nous n'avons pas pour habitude de ne pas faire confiance au contrôleur. Dans l'aviation civile, il y a eu beaucoup de cas où les pilotes n'ont pas suivi les instructions du contrôleur, ce qui a conduit à des accidents. Accélérez la descente au niveau 3. N'ayant que quelques secondes pour se décider, les pilotes finissent par suivre les injonctions du contrôleur. Mais l'avion de DHL est lui aussi en train de descendre. Augmentez la descente. Augmentez la descente. Augmente. Il passe en dessous de nous. Augmentez, montez. Augmentez, montez. Il est où? À gauche. Montez. 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 Descends. Descends plus. Bravo Tango Charlie 2937. Bravo Tango Charlie. Les deux avions s'écrasent non loin du lac de Constance. 71 personnes trouveront la mort. Il n'y aura aucun survivant. Cette collision est une source d'interrogation pour les spécialistes du trafic aérien. Pour résumer, si l'avertissement est transmis par un système anti-collision, les pilotes doivent immédiatement s'y plier, quel que soit le cas de figure. Si les pilotes russes avaient suivi les instructions de l'ordinateur, l'accident n'aurait pas eu lieu. Après coup, on se demande toujours si on aurait pu faire plus. Un accident sert de signal d'alarme pour tout le monde. Cet accident souligne la qualité des systèmes automatisés et prouve une nouvelle fois combien les erreurs humaines peuvent s'avérer désastreuses.
C'est une leçon qu'ont retenue les concepteurs de NextGen. La technologie peut fournir des données à l'homme, mais elle ne contrôle pas l'usage qu'il en fait. L'avion d'affaires de la FAA a entamé son approche finale. Piste dégagée, volet à 16. Grâce à ce vol de 2 heures, NextGen a vu augmenter ses chances d'être un jour installé sur les avions de ligne. Bon boulot. 2 inverseurs, vitesse 90 nœuds. Je prends les commandes. Au cours des 50 dernières années, le contrôle aérien a considérablement évolué. Erreurs humaines, incidents techniques, problèmes de communication, autant de facteurs qui ont coûté la vie à des centaines de gens et souligné les carences du système actuel. Mais aujourd'hui, on est en passe de remédier à ces points faibles. NextGen devrait vraiment s'avérer excellent. Et il va nous indiquer la route à suivre pour l'avenir. Les composants de NextGen seront installés petit à petit à bord des avions au cours de la décennie à venir. Un système de contrôle aérien entièrement nouveau va voir le jour aux États-Unis, puis dans le reste du monde. C'est le rôle des spécialistes de l'aviation. Ils relèvent les défis et ils conçoivent une nouvelle façon de voler. Si NextGen tient toutes ses promesses, cette nouvelle façon de travailler réduira les retards et à terme le nombre d'accidents.